Les âmes originelles qui sont venues sur Terre venaient de l'extérieur, de la Terre pour s'incarner, et puis beaucoup d'entre elles sont restées et ont continué à s'incarner encore et encore, un peu ad nauseam, sur Terre. Donc, c'est le groupe d'âmes originelles. Il y a des âmes qui viennent parfois sur Terre pour aider l'évolution de l'humanité. Elles ne viennent pas régulièrement sur Terre. La seule raison pour laquelle elles viennent sur Terre, c'est qu'elles viennent de cultures avancées dans l'univers. Il y a un troisième type d'âme qui vient parfois sur Terre, et c'est une âme angélique. C'est une âme qui vient du royaume angélique, qui soutient la source ou travaille directement avec la source. Et les archanges, et ceux-là sont parfois mes clients. Les âmes du royaume angélique. Ce sont des personnes fascinantes. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission Demandez à Julie Ryan. C'est là où nous mélangeons spiritualité et pragmatisme pour vous aider à vivre une vie de but et de joie. Nous avons le docteur Linda Bachman avec nous dans l'émission aujourd'hui. Linda est une psychologue agréée et thérapeute en régression. Maintenant, la plupart d'entre nous comprennent le concept de réincarnation, mais pas nécessairement comment les détails des vies passées peuvent aider à guérir des conditions physiques et émotionnelles. Vous savez, je vais lui poser des questions sur tout ça. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager cet épisode avec votre famille et vos amis. Maintenant, allons discuter avec Linda. Linda, bienvenue dans l'émission. Je suis ravie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci de prendre le temps pour nous. Merci Julie. C'est un plaisir d'être ici. Tout le plaisir est pour moi. Qu'est-ce que la régression de l'âme? Qu'est-ce que la régression de l'âme? D'accord, petite question, grande réponse. Régression de l'âme. Donc, pour que les gens comprennent, la régression de l'âme inclut la régression pour comprendre les vies passées, évidemment, pour le client. Et puis, à la fin de la vie passée, nous suivons ce voyage naturel. Pendant la régression, nous suivons ce processus naturel qui se produit quand nous passons, quand nous complétons. Chaque vie, cette tranche de notre âme qui réside dans notre corps, elle fonctionne essentiellement en pilote automatique. Le client expérimente cette tranche d'âme, s'élevant et retournant à son moi supérieur, et puis nous travaillons au niveau du moi supérieur du client. D'accord. Pouvons-nous réduire cela à un niveau de première année? Tout d'abord, nous vivons tous beaucoup de vies passées. Certaines personnes ne croient pas à cela. Je le sais pour un fait parce que j'en ai vu beaucoup avec mes clients et avec moi-même. Alors, pouvez-vous commencer là? Vivons-nous beaucoup de vies passées quand vous dites moi supérieur ou quand vous dites qu'une tranche de l'âme reste? Pouvez-vous nous expliquer tout cela? Oui, absolument, je peux. C'est pourquoi, quand vous avez dit « À quoi ressemble une régression de l'âme ?» Dans ma tête, j'étais comme « D'accord, Linda. Eh bien, petite réponse, grande réponse. D'accord. » D'accord. Peut-être que la chose la plus basique pour commencer, Julie, c'est que, en tant qu'âme et en tant qu'âme dans le grand royaume spirituel, nous sommes tenus de grandir et d'apprendre. Nous sommes tenus d'évoluer. Nous sommes tenus de acquérir des compétences. Donc, c'est un peu comme dans la plupart des États, aux États-Unis, la plupart des pays du monde, les enfants doivent aller à l'école pour être, entre guillemets, éduqués. Donc, nous, en tant qu'âme, apprenons et grandissons, principalement encore, principalement incarnés, pas principalement. Quand nous sommes pure âme et non incarnés. Donc cela, essentiellement, c'est une manière très simplifiée d'expliquer pourquoi vivons-nous d'une vie à l'autre. Nous grandissons et apprenons. Nous trébuchons et tombons. Nous pourrions le faire littéralement, mais ce n'est pas ce que je veux dire. Nous avons le libre arbitre sur Terre. Donc parfois, nous ne faisons pas les meilleurs choix parce que nous sommes faillibles en tant qu'humains. Comme beaucoup le savent, nous avons l'opportunité de revenir ou, au sein d'une vie, réparer. Un choix que nous avons fait, petit ou grand, peu importe, nous pouvons le réparer au sein d'une vie, équilibrer le karma, ou le réparer 50 ans plus tard dans une autre vie, 2 ou 3 000 ans plus tard dans une autre vie. Donc c'est la réincarnation.
D'accord. Et est-ce que tout le monde se réincarne? Et y a-t-il, comme un nombre fixe que tout le monde se réincarne? Comme combien de vies? Comme, d'accord, tout le monde se réincarne, 5012 vies? Ou est-ce que tout cela fait partie de ce que cet esprit décide dans chaque vie? Oui, bonne question. Donc, laissez-moi commencer. Peut-être, cela probablement, j'aurais dû le préciser au début. Je guide la régression depuis 28, 29 ans. Et c'est, quand je dis ce que je semble savoir, cela vient de ces nombreuses années de client après client après client. Donc, c'est un peu compliqué. Et donc, juste pour simplifier, la plupart des âmes qui s'incarnent sur Terre sont des âmes qui ont été conçues pour venir sur Terre, pour grandir et évoluer. Et je peux élargir cette explication quand nous y arriverons dans notre conversation. Donc, la plupart des âmes qui s'incarnent principalement sur Terre, à mesure qu'elles évoluent, et disons simplement, donc, j'aime toujours rendre les choses un peu noir et blanc. Tout le monde qui écoute pense à l'évolution de l'âme sur une échelle de 10 points. Nous étions tous de jeunes âmes. Nous étions tous au stade 1 ou au stade de la maternelle de l'apprentissage en tant qu'âme, à mesure que nous évoluons. Et si nous dépassons, si nous sommes au-delà d'un 6, peut-être un 7, je veux dire, Julie, nous avons probablement eu des centaines, sinon un millier ou plus, de vies sur Terre, mais il n'y a pas. J'ai eu des clients qui viennent et disent « Linda, on m'a dit, vous savez, par qui que ce soit, que j'ai eu. » Eh bien, comme vous l'avez dit, Julie, 512 vies. Peu importe combien de vies vous avez eues, ce qui compte, c'est ce qui s'est passé dans vos vies. Oh, bon point. Bon point. Alors que se passe-t-il dans cela? Votre âme a-t-elle progressé ou êtes-vous toujours un peu coincé en mode automatique et vous continuez simplement à répéter les mêmes choses, peut-être dans différentes incarnations, même script, ensemble différent de circonstances ou variables? Totalement. Vous savez, c'est drôle. Souvent, alors que je parle comme ça et réponds aux questions, alors, des histoires de clients me viennent à l'esprit. Et je vais juste dire cela brièvement, mais je travaillais récemment avec un client dans une vie passée. Et je veux dire, pour être honnête, je trouve le travail fascinant. Mais cette femme avec qui je travaillais est allée dans une vie passée. Oh mon Dieu, probablement il y a des milliers d'années. Et elle avait la lèpre comme certaines personnes. Certaines personnes avaient, vous savez, bien sûr, une vraie maladie. Oui. Pour ne pas donner tous les détails de la régression, mais... Donc, au début de la vie passée, elle s'est retrouvée. Et laissez-moi juste dire, les gens savent probablement que la régression signifie que le client me raconte les détails. Je ne donne pas les détails au client, donc, d'accord. Elle était une femme, en fait, une femme d'environ 30 ans, dans une grotte, avec un homme également jeune, assez jeune, jeune adulte. Ils avaient tous les deux la lèpre, et elle pouvait décrire ce qu'ils portaient. Elle pouvait décrire la grotte. Mais ce que nous pourrions appeler le problème présenté, ou l'un des problèmes présentés dans sa session, était qu'elle disait essentiellement « Linda, j'ai été très spirituelle pendant des années et des années, mais même si je suis très spirituelle, j'ai peur de mourir. » Et elle disait « Cela n'a jamais eu de sens pour moi, pourquoi j'ai peur de mourir. » Eh bien, pour faire court, elle est morte dans cette grotte. De la lèpre, parce qu'il y avait une tempête majeure, et la grotte s'est remplie d'eau et de boue, et elle est morte dans la grotte à cause de la tempête. Et vous savez, ce n'était pas. Je veux dire, ce que. Je sais beaucoup sur la mort seulement parce que mes clients meurent en session tout le temps, dans leur vie passée. Et une fois que votre âme a quitté votre corps, c'est juste comme de respirer la plupart du temps, de respirer à la tranquillité. Mais en tout cas, sa peur était à cause de la façon dont elle était morte dans cette vie passée. Et cela a été un grand soulagement de savoir d'où cela venait. Donc, on dirait que c'était une sorte de combinaison d'être enterrée vivante et de se noyer en même temps, presque.
Oui, Et vous savez, les gens qui écoutent, ils pourraient dire, oh, vous savez, Linda, pourquoi avez-vous raconté cette histoire? Cela semble horrible. Parce qu'elle avait besoin de savoir quel était le déclencheur. Évidemment, cette vie était terminée depuis longtemps. Elle avait besoin de savoir quel était le déclencheur de sa peur. Et encore une fois, je sais que quand nous passons, peu importe ce qui cause notre passage, que ce soit la vieillesse, et que nous allons simplement au lit et nous endormons, ou une maladie, ou une catastrophe naturelle de quelque sorte, encore. Quand le souffle est parti, notre âme est hors du corps et il y a généralement de la tranquillité. oui, oui, instantanément. Je suis d'accord, parce que je travaille aussi avec beaucoup de gens là-dessus. Quelques questions à ce sujet. Quand vous éclairez, quand vous, elle, avec votre aide, a éclairé cela, mourir dans la grotte, quand elle était, disons, noyée ou enterrée vivante ou quoi que ce soit, est-ce que cela a libéré la peur de la mort pour elle? Ou a-t-il fallu plusieurs autres sessions, explorant d'autres vies passées pour explorer peut-être ce script, qui peut-être s'était déroulé dans plusieurs vies dans différents scénarios? Oui, c'est une excellente question, ce que son guide a dit. Donc, ce type de régression, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, ce type de régression que je guide signifie que nous traversons une vie passée, nous allons à la scène finale de la vie passée, et ensuite nous suivons ce retour naturel, ce que j'appellerais le voyage de retour. Comme cette tranche de l'âme du client résidait dans ce corps de vie passée. Cette tranche d'âme se déplace essentiellement de la troisième dimension, de la 3D, et retourne là où le reste, appelé notre moi supérieur, réside. Et donc, quand je fais ce type de régression, alors, oui, le client expérimente son propre moi supérieur, sa propre énergie d'âme, et presque toujours au moins un, sinon plus d'un guide apparaît, le guide a dit, et un peu en plaisantant. En réponse à votre question, Julie, le guide a dit au client, vous avez eu plus d'une vie où vous êtes mort d'une manière compliquée, en quelque sorte, surprenante, où quelque chose s'est passé et que vous n'attendiez pas. Mais le guide a dit, nous pensons vraiment que cette vie sera en quelque sorte la clé dans la serrure et libérera ce traumatisme que vous portiez et que vous ne compreniez pas. Je ne fais pas de régression de vie passée avec mes clients. Je fais ce que j'appelle un scan de vie passée. Ils ne sont pas hypnotisés, mais je suis guidée par l'esprit pour aller à la vie qui correspond le plus à ce qu'ils veulent découvrir, ce que vous dites, et c'est tellement fascinant. Je suis d'accord avec vous, Linda, sur les vies passées sont l'une des choses les plus amusantes que je fais, parce que je dis toujours, vous ne pouvez pas inventer ces choses, qu'ils obtiennent. Et puis j'obtiens aussi parce que nous pouvons corroborer cela avec des documents historiques, normalement en ligne, qui sont disponibles, et je ne suis pas si créative. Vous l'êtes peut-être, mais je pense que vous ne l'êtes pas non plus. Et c'est juste, je pense juste quoi? La première fois que j'ai été exposée aux vies passées, c'était peut-être il y a 40 ans sur Oprah, à l'époque des cassettes VHS. Je regardais son émission, puis le soir après le travail. Elle avait un petit garçon qui était dans la guerre civile, à 3 ans. Il ne savait même pas encore lire. Ce gamin ne savait pas encore lire. Et donc il parlait de l'endroit où était son régiment, qui était son officier commandant, quels étaient ses numéros de plaque d'identité. Tout ce genre de choses. Et je pense quoi? Et tout ce dont il parlait, Linda, a pu être corroboré avec des documents historiques. Oui, absolument tout a été confirmé. C'est fascinant. Je vais dire, et je vais faire cette histoire, assez brève parce que je pense que je peux la rendre brève. La façon dont je suis tombée dans ce travail, ce qui se rapporte à ce que vous venez de dire, Julie, c'était il y a environ 30 ans. C'est comme ça que je le raconte toujours. Je m'occupais de mes affaires. J'étais psychologue en général en pratique privée conventionnelle. Je ne savais même pas si je croyais à la réincarnation. J'avais un collègue très cher et proche qui est décédé.
J'étais dans la quarantaine. Il était dans la trentaine. C'était très triste, du moins d'un point de vue humain, qu'il soit décédé d'un type de cancer. Quand il est décédé, il a commencé à me parler de l'autre côté, ce qui était complètement nouveau pour moi. Et quand il est décédé, il a commencé à me montrer, dans mon esprit, des scènes de vie passée que lui et moi avions partagées. Cela semblait réel, mais c'était. Celle-ci était nouvelle, certainement d'un point de vue conscient. C'était de nouvelles expériences. Alors j'ai dit à mon mari connaissait c'était le collègue. La personne qui est décédée était un collègue à moi. Mon mari connaissait ce collègue. Et mon mari et moi étions déjà mariés, je ne sais pas, depuis 20 ans, 25 ans à l'époque. Et alors j'ai dit à mon mari, voici ce que je vis. Ne penses-tu pas que c'est bizarre et fou? Et voici la réponse de mon mari, qui m'a surprise, encore une fois, parce que nous étions déjà ensemble depuis longtemps. Alors mon mari a dit, tu sais, je pense que j'ai bloqué quelque chose de mon enfance. Et j'ai dit, que veux-tu dire? Et mon mari a dit, eh bien, seulement maintenant, tu sais, mon mari était aussi dans la quarantaine à l'époque. Seulement maintenant, je me souviens que quand j'étais enfant, en grandissant, dans mon temps et espace privé à l'extérieur, un peu à la campagne, quand j'étais seule, mon mari a dit, je me souvenais de mes vies passées en détail. Je savais que c'était mes vies. Je savais que c'était, tu sais, je savais que les détails étaient valides. Mais mon mari a dit, personne n'en parlait jamais dans mon monde. Alors j'ai tout rangé et oublié. Donc, encore une fois, vous ne pouvez pas inventer ces choses. Je veux dire, je ne m'attendais jamais à ce que cela arrive. Eh bien, c'est amusant d'entendre cette histoire avec ton mari, parce que vous êtes tous les deux docteurs, pour l'amour du ciel. Je veux dire, vous êtes bien éduqués dans tous ces principes scientifiques. Et tout, et maintenant vous parlez de vies antérieures, ce qui pour beaucoup de vos collègues semblerait presque blasphématoire d'en discuter, cela, dans le contexte d'être un psychologue professionnel. Eh bien, c'était. Maintenant, tu parles du défi que j'ai traversé pendant quelques années après l'événement que je viens de partager, je suis fascinée. Je dois en apprendre plus. Je veux faire ça. Je suis sûre que mes guides disaient « Vas-y, Linda, vas-y. Sois courageuse. Sois courageuse. » Et je m'inquiétais, à l'époque, la plupart de mes références venaient de médecins, j'en suis sûre, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Je sais. Je sais aujourd'hui parce que c'était il y a longtemps. Je sais aujourd'hui que j'étais destinée à aller dans la direction où je suis allée, mais Julie, j'avais ces sentiments que tu viens de décrire. C'est comme, les gens vont penser, tu sais, que la docteure Linda Bachman est folle. Oui. Eh bien, ce que tu as fait, c'est que tu as poli tes ovaires en or et tu as eu le courage d'en faire quelque chose. C'est ce que je dis toujours de moi aussi, parce que je suis une femme d'affaires. Je pensais, les gens vont penser que je suis folle. Et donc, tu sais, les gars ont des couilles en acier, les filles ont des ovaires en or. Donc, tu as engagé tes ovaires en or là. Oui, totalement. D'accord. Revenons un instant. Tu as mentionné au début que nous sommes tenus d'apprendre des leçons. Qui nous oblige à apprendre quoi que ce soit? Nous sommes tenus par qui? La façon dont je le dirais, et je peux te donner plus de détails maintenant sur ce que je sais sur le royaume supérieur, les guides et le royaume spirituel. Donc, le royaume supérieur, le royaume spirituel est coordonné par des âmes avancées. Les gens peuvent appeler ça Dieu, source, grand esprit. Ils peuvent utiliser leur propre terminologie. Mais, en gros, c'est la nature de ce qu'est une âme. Une âme. Une âme n'est pas créée avec perfection ou comme parfaite. Et donc, pense à un nouveau-né. Je pense qu'on peut faire l'analogie de « j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, pense à un nouveau-né, ce nouveau-né. » Tu ne peux pas prendre ce nouveau-né et, tu sais, le poser sur le sol du supermarché et dire « maintenant va acheter des courses ». Nous enseignons, tu sais, nous enseignons à nos enfants.
toutes sortes de choses des zéros. Et puis, tu sais, c'est l'heure d'aller à la maternelle. Nous ne faisons pas habituellement monter un enfant de maternelle dans un bus. Nous accompagnons généralement l'enfant dans la classe et nous le récupérons de la classe. Eh bien, une âme est comme ça aussi. Les âmes. Quand les âmes sont créées, il y a un endroit dans le royaume spirituel que mon mentor a découvert et je l'ai revalidé avec des clients. Il y a un endroit appelé la pouponnière des âmes. Et dans cette pouponnière des âmes, c'est presque comme pense aux marsupiaux. Il en sort ce bébé immature, ce bébé marsupial, qui doit grimper dans la poche de maman. Et encore, tout le monde, je veux dire, nous avons besoin de maman et de papa. Donc, je n'implique pas seulement que nous avons besoin de femmes, comme maman, mais ce marsupial est préparé à gérer l'extérieur de la poche en étant dans la poche. Donc, les âmes sont préparées de la même manière et nous grandissons étape par étape par étape. Et c'est ainsi que l'univers fonctionne. Je veux dire, encore une fois, je ne donne pas l'information au client, il me donne l'information à moi. Et tu vois beaucoup de similitudes. Probablement des milliers de clients qui te disent la même chose, certainement avec leur personnel, sur ce qu'ils te disent, mais c'est en gros la même information que tu glanes en écoutant tous ces milliers de clients au fil des ans. Oui, je reçois la même chose. C'est en partie pourquoi ça me fascine. C'est comme, oh mon Dieu, j'ai un peu entendu une explication similaire sur comment nous planifions nos vies, par exemple. Et bien sûr, j'ai appris des choses de mon mentor qui est de l'autre côté maintenant, mais c'était il y a longtemps. Mais j'ai travaillé avec plusieurs clients par semaine, la plupart des semaines pendant environ 28 ou 29 ans. Et je suis juste fascinée quand quelque chose que je croyais vraiment déjà savoir à travers la régression s'est revalidé par le client de cette semaine, donc ça doit être valide. Donc, je vais ajouter un élément. Je vais un peu nous étirer, ici, tout. Alors, laisse-moi voir comment dire ça, pour que ce soit clair. Toutes les âmes ne sont pas conçues pour s'incarner sur Terre. Il y a des âmes qui sont conçues, créées, destinées à s'incarner ailleurs que sur Terre. Et donc, j'ai découvert que l'apprentissage qu'il y a 3 types d'âmes qui peuvent venir sur Terre, mais seulement 2 de ces types viennent sur Terre rarement. D'accord, c'est un teasing. Tu dois finir ça. Quels sont les types d'âmes? Je vais te dire pourquoi ça m'intéresse tant. Parce que, je vais te le dire directement. Il y a quelques, je ne sais pas, 3 semaines peut-être, j'ai été régressée pour la première fois. Je n'avais jamais été hypnotisée de toute ma vie. D'accord, tous mes 65 ans. Et nous sommes allés découvrir où mon intérêt pour la guérison et mes capacités ont commencé. Et ça a commencé dans une étoile à 500 milliards d'années-lumière. Et je me dis, quoi? Et donc, d'accord, tu as piqué mon intérêt ici. Quel genre d'âmes viennent sur Terre? Et ça ne semble pas qu'elles soient toutes justes dans une galaxie lointaine, très lointaine, et que c'est toute leur existence. Ça ressemble à... Certainement, c'est ce que nous avons obtenu de ma régression. J'étais dans une galaxie lointaine, et maintenant je suis sur Terre. Vois-tu cela aussi? Guide-nous à travers ça. Oui, d'accord, laisse-moi, et je vais te guider à travers ça, et essaie de ne pas rendre ça trop compliqué, d'accord? Je pense que la première pièce, et je veux toujours que les gens essaient de comprendre ça, alors laisse-moi essayer de le rendre aussi noir et blanc que possible. Quand les âmes ont commencé à s'incarner sur Terre, je veux dire, évidemment, je pense que tout le monde sait, c'est une planète. Les planètes sont créées. Je ne suis pas physicienne, mais les planètes sont créées et elles sont normalement, initialement, trop chaudes pour que la vie existe et elles doivent refroidir. Donc, la Terre a été créée il y a des milliards d'années. Elle a dû refroidir. Une fois refroidie,
nous avons commencé à avoir de la vie végétale et ce qu'on appelle la vie aquatique unicellulaire. Non, des êtres debout avec une incarnation d'âme intelligente. Mais quand l'incarnation d'âme intelligente a commencé, les âmes originales, et c'était un groupe de conglomérats, c'était ce que j'appelle un groupe d'âmes conglomérats, un grand groupe d'âmes, était. Je vais te dire ce que je sais. Et puis parfois, et même mes guides me disent ça parfois, ils diront occasionnellement, Linda, cette réponse est au-dessus de ton niveau de rémunération. C'est comme ça qu'ils le disent. Merci les gars. Mais en fin de compte, un groupe d'âmes de sagesse supérieure a déterminé qu'il était temps que l'incarnation intelligente se produise sur Terre. Et un groupe d'âmes conglomérats qui venaient de quelque part, bien sûr, autre que la Terre, comme une étoile, une planète, un espace interdimensionnel. Probablement et sûrement basé sur ce que je sais du système solaire. Le système solaire dans lequel nous vivons, les âmes originales qui sont venues sur Terre, venaient de l'extérieur de la Terre pour s'incarner. Et puis beaucoup, probablement la plupart, sont restés et ont continué à s'incarner encore et encore sur Terre. C'est le groupe d'âmes originales. Mais comme je guide les clients, et j'ai appris ça à travers eux, à l'ère actuelle, cette époque sur Terre, la chronologie actuelle, il y a des âmes qui viennent sur Terre qui ne viennent pas souvent sur Terre, et elles viennent d'autres planètes, d'autres étoiles. Il y a vraiment des ovnis. Ils sont apparus de nombreuses fois dans mes régressions avec des détails incroyables sur le fonctionnement, l'intérieur du vaisseau spatial. Et donc il y a ce que j'appelle, c'est le terme qui m'a été donné, des âmes interplanétaires. Tout le monde qui écoute, vous pouvez échanger ça avec UT. Âme signifie la même chose, Starseed signifie la même chose. Donc il y a des âmes parfois qui viennent sur Terre pour aider à l'évolution de l'humanité. Elles ne viennent pas régulièrement sur Terre. La seule raison pour laquelle elles viennent sur Terre, c'est qu'elles viennent de cultures avancées dans l'univers, viennent de cultures plus avancées que notre culture humaine. Enfin, et je vais juste dire ça, et je peux développer si tu veux, il y a un troisième type d'âme qui parfois vient sur Terre, et c'est une âme angélique. C'est une âme qui vient du royaume angélique, qui soutient la source ou travaille directement avec la source. Et les archanges, et ceux-là parfois sont mes clients, des âmes du royaume angélique. Ce sont des personnes fascinantes. Je suis d'accord. Nous avons eu Rachel Campos dans l'émission récemment, qui prétend être l'un de ces anges qui s'est incarné cette fois-ci. Et c'est fascinant de l'écouter, parler de tout. Et nous l'avons fait canaliser, les anges dans l'émission, et c'était juste parfait. Et j'ai pensé, même les meilleures actrices de la planète, je ne suis pas sûre, pourraient parler d'une manière si facile, fluide à une vibration si élevée, que j'ai pu raisonner avec, comme elle l'a fait. Donc, ça a suscité beaucoup de commentaires controversés de la part des gens sur « Eh bien, tu ne peux pas être un ange » et blablabla. Bla, bla, bla. Donc, c'est vraiment intéressant que tu dises ça et que tu aies vécu ça avec d'autres clients. Et tu sais, je ne cherche pas des clients que je pense être des âmes angéliques. Ils se présentent dans ma pratique. Et puis, j'apprends beaucoup sur quoi ressemble une âme angélique, quels sont leurs dons, quelles sont leurs compétences, pourquoi viennent-elles sur Terre, quels sont leurs défis, avec quoi luttent-elles en venant sur Terre, et les âmes interplanétaires et les âmes du royaume angélique ont certaines à la fois des luttes physiques,
émotionnelles, spirituelles. Souvent plus que les âmes basées sur Terre. Pourquoi penses-tu cela? Réponse facile, pour être honnête, parce que les âmes angéliques, ce que j'appelle les âmes du royaume angélique et les âmes interplanétaires, elles n'ont pas beaucoup d'expérience dans ces corps humains, sur cette planète. Et donc, elles pourraient être surtout des âmes interplanétaires. Elles pourraient être diagnostiquées sur le spectre autistique. Elles pourraient avoir des allergies importantes. Elles pourraient. Et comme les gens écoutent, souligner le mot pourrait pas forcément, ce ne sera pas. Elles ne vont pas avoir cette liste complète. Coche, coche. Elles pourraient avoir des troubles auto-immuns parce qu'elles ne sont pas habituées à notre environnement et à notre physicalité. Eh bien, ça a totalement du sens. D'accord, je veux parler de tes mentors parce qu'ils sont les pionniers de tout ce créneau. Donc, je veux en parler dans 1 minute. Mais d'abord, revenons en arrière de quelques espaces. Tu parles du fait que tu peux communiquer avec tes guides et d'autres esprits. As-tu grandi avec des morts qui te poursuivaient enfant? Ou viens-tu d'une famille spirituelle? Comment cela s'est-il passé? Oui, ça, encore une fois, est une excellente question. Eh bien, je dis souvent, Julie, et je dis ça à mes clients. Je dis, et c'est vraiment vrai, quand les clients viennent me voir, ils viennent en 2 saveurs possibles, c'est comme ça que je le dis. Donc, saveur X est le client qui vient me voir et dit « Linda, quand j'avais 5 ans, ma grand-mère décédée dont tout le monde parlait mais que je n'ai jamais rencontrée, depuis que j'avais 5 ans jusqu'à ce que j'ai 18 ans ou peu importe, cette grand-mère décédée apparaissait périodiquement dans ma chambre la nuit pour me donner des conseils. Et donc, saveur X, des 2 types de clients avec lesquels je finis par travailler. Saveur X et cette personne. C'est un peu ce que tu as dit, Julie, qu'il y a des gens qui, en tant que jeunes, je veux dire, peut-être adolescents, ou ils savaient qu'ils avaient des expériences spirituelles. Saveur I est Linda. Et ce sont aussi beaucoup de mes clients. Saveur I est tomber dans la conscience ou découvrir la conscience de la réincarnation de l'âme. Que se passe-t-il quand nous mourons? Où est ma meilleure amie? Qui est décédée quand elle avait 23 ans ou peu importe? Je suis saveur I. Je n'ai pas découvert ça avant d'avoir 46 ans. Eh bien, et évidemment, avec ton doctorat, tu es basé sur la recherche. Donc, pour obtenir ce diplôme, tu devais écrire une thèse et tu devais être capable de prouver toutes tes hypothèses et tout ça. Donc, j'imagine que toi, en tant que saveur et tout ça était une formation pour t'aider à entrer dans ça. Et puis, tu as été mené là où cette validation et cette recherche étaient, en gros, prouver que ce que ces différentes personnes te disaient était vrai. Et il y en a beaucoup là-bas, mais les gens ne le savent tout simplement pas. Correct. Et tu as totalement raison. J'ai demandé à mes guides à un moment donné, c'est comme, alors pourquoi ai-je dû avoir 46 ans pour entrer dans ce que j'ai fait maintenant pendant, en gros, 30 ans? Et ils ont dit à peu près ce que tu as dit. Non, Linda, nous voulions pour que les gens pensent que tu es crédible parce que tu es psychologue. Mais quelques-unes des pièces fascinantes. Je vais juste partager ça brièvement. Quand je faisais mon master puis mon doctorat, un de mes principaux axes de recherche était les différences de genre et examiner pourquoi nous n'avons pas plus d'égalité des sexes sur cette planète ou pourquoi faisons-nous tout un plat de « eh bien, les hommes devraient se comporter de cette façon et les femmes, vous savez, blablabla ». Bla, bla. C'était ma recherche, d'un point de vue très noir et blanc, ancré. Mais à ce stade de mon travail spirituel, je sais qu'une de mes responsabilités en tant qu'âme et une âme et un corps sur Terre est d'aider à
à éliminer. C'est comme ça que j'aimerais le dire. Aider à éliminer ces suppositions que nous faisons sur « oh » ou « tu es trop doux parce que tu es un homme » ou « tu es trop assertive parce que tu es une femme ». C'est comme se débarrasser de ces préjugés. Oui, absolument. Eh bien, la chose intéressante à propos des enfants, beaucoup de gens sont capables de communiquer avec l'esprit. C'est ce qui a inspiré ma série de livres pour enfants, parce que j'ai eu tant de mamans et de grands-mères au fil des ans. Linda, viennent me voir et disent « Pouvez-vous m'aider à expliquer comment le petit Tommy, vous savez, parle à son arrière-grand-mère décédée, qui était morte 80 ans avant sa naissance? Et pouvez-vous expliquer comment mon enfant connaît des choses de vie passée que nous pouvons corroborer, avec des documents historiques disponibles en ligne? Et enfin, mon préféré est quand nous disons à la petite Suzy, qui a 3 ans, « Eh bien, tu sais, mamie est au paradis maintenant, et tu peux te tourner vers elle et tout ça. » La petite Suzy dit, « Non, elle n'est pas. Elle dort dans cette boîte à l'avant de la pièce parce qu'ils sont au funérarium pour la veiller, n'est-ce pas? » Et donc, c'est mon expérience et donc ma croyance que nous venons tous avec cette capacité. Et les petits-enfants ne savent pas autrement jusqu'à ce que quelqu'un dans leur vie dise « Oh chérie, c'est juste ton imagination. » Ce n'est pas vraiment réel. Ou ils ont un ami qui dit « Mec, tu es juste bizarre. Il n'y a personne d'autre ici avec nous. À quoi penses-tu? As-tu vécu ça aussi? » Oh oui, ou l'inverse. Parce que parfois, tu sais, j'ai commencé à faire des interviews de clients bien avant de me lancer dans la spiritualité. J'adore faire des interviews parce que, en faisant une interview avant de guider une régression, je reçois des intuitions. Tu fais probablement la même chose, Julie. C'est comme. Et je me tais. Je ne le fais pas parce que je veux que la régression soit nette et propre. Mais je reçois des intuitions en écoutant le client. Donc, parfois, les clients me disent « Tu sais, Linda, quand j'avais 13, 14, 15 ans, ma mère ou mon père ou ma tante ou mon oncle ou qui que ce soit m'a donné un livre sur le channeling d'Edgar Cayce. Et j'ai lu sur Edgar Cayce quand j'avais 14 ans. Et ça me fascine. Je veux dire, ma mère ne l'aurait jamais fait. Eh bien, ma mère ne savait pas qui était Edgar Cayce, mais... Donc, oui, soit on l'encourage et on le soutient, soit on rabaisse l'enfant et ensuite, son intérêt passe sous terre. Ou, avec l'histoire de mon mari, personne ne s'est moqué de lui parce qu'il n'a jamais dit un mot, parce qu'il pensait que personne ne comprendrait. Exactement. Eh bien, et quand? C'est très rare à ce stade que des gens me donnent du fil à retordre à propos de ces choses. En parler, super. De quoi veux-tu parler? Du football, du temps, peu importe. Je n'ai pas besoin de convaincre qui que ce soit. Mais de temps en temps, quelqu'un voudra avoir une conversation à ce sujet et ils diront « Maintenant, je ne crois pas que tu puisses parler aux esprits. » Et je dirai « Eh bien, pries-tu? » Et je dirai « Bien sûr que je prie. » Et je dirai « Super. À qui pries-tu? Jésus, Dieu, peu importe. » Et je dirai « Super. Reçois-tu des réponses? » Oui, j'en reçois. Cela signifie-t-il que Jésus est assis à côté de toi sur le canapé? Et ils penseront « Non, bien sûr que non. » Et je dirai « Oh, tu parles avec l'esprit de Jésus. » Et leurs yeux s'écarquillent et ils comprennent tout de suite. J'ai dit « Tu parles à un esprit et tu reçois une communication télépathique d'un esprit. Nous le faisons toute la journée. Nous n'en sommes juste pas conscients parce qu'on ne nous l'enseigne pas. Es-tu d'accord avec ça? » Oh, je suis totalement d'accord avec ça. C'est comme si les gens disaient « Eh bien, j'ai eu une intuition ou j'ai reçu un signe. » C'est comme « Eh bien, d'où penses-tu que ça vient? » Et, tu sais, je dirais aux gens, les intuitions et les signes viennent soit de votre propre âme, de votre moi supérieur, parce que notre moi supérieur est toujours l'un de nos guides. Ou le signe vient d'un guide qui n'est pas votre propre âme, et que nous voulions dire que ce guide est Dieu, ou Jésus, ou Bouddha, ou Suziku, peu importe. Oui, je suis d'accord. Et je crois que nous sommes tous esprits. Nous sommes tous un fragment du divin, et la source divine, l'esprit, peu importe comment vous voulez l'appeler, communique à travers nous ou avec nous par peut-être un être cher décédé ou un guide spirituel, parce que c'est plus compréhensible pour nous dans nos esprits humains que nous parlons à quelqu'un au lieu de
Dieu ou la source ou quelque chose comme ça. Donc, c'est mon expérience et j'aimerais entendre ton avis là-dessus. Que l'Esprit va communiquer avec nous d'une manière que nous pouvons comprendre et saisir de notre propre perspective humaine et ce que notre propre perspective est basée sur ce que nous avons vécu jusqu'à présent dans nos vies. Cela a-t-il du sens pour toi? Oui, cela a du sens. Et à cause de mes années de régression, et parce que quelques personnes dans ma vie personnelle sont des canaux très capables. Donc, j'ai un peu les deux dans ma vie, je peux obtenir des informations. Donc, je pourrais faire une séance de régression, découvrir quelque chose de fascinant, puis aller vérifier avec l'une ou l'autre de ces personnes en qui j'ai confiance, à qui je peux poser des questions. Et je reçois des informations en retour. Et donc, j'ai beaucoup appris, à la fois des clients et des canaux capables sur ce que fait notre moi supérieur, que fait notre âme quand nous sommes dans le corps, comment le royaume spirituel est-il organisé. Il y a une coordination au niveau supérieur avec des guides et ce genre de choses. Et j'ai appris cela en partie parce que je suis fascinée, mais aussi parce que, en tant qu'humain, parfois nous sommes affectés par des activités au niveau de l'âme. Dis en plus à ce sujet, juste pour donner un exemple. Je veux dire, il y a beaucoup de choses que je pourrais partager, mais donnons un exemple. Et parfois, l'esprit, mes guides, mon âme me pousse à travers une expérience, quelque chose que je dois vivre pour que je puisse le comprendre et en parler avec les clients. Exactement. Donc, tu sais, c'est comme la gynécologue qui a eu des bébés, tu sais, elle sait ce que c'est que d'accoucher. Donc, ils me poussent à travers des expériences. Donc, par exemple, parfois je passe une journée, 3 jours, 4 jours, peut-être jusqu'à 5 ou 6 jours à me sentir vraiment agitée. Avoir beaucoup de perturbations du sommeil, juste énergétiquement affectée. Il m'a fallu assez longtemps pour comprendre ce qui se passait, mais donc je traverse une période d'agitation diurne et nocturne. Ça surgit de nulle part, et puis ça se calme. Mais parce que, soit je peux parler à mes propres guides, soit j'ai appris à parler à mes guides et à mon moi supérieur, et je peux poser des questions à quelques personnes qui sont des canaux capables. Ce que je sais, c'est que parfois, nous, en tant qu'âme dans le corps, nous, en tant qu'humains, nous sommes. J'aime appeler ça une mise à niveau, tout comme nous mettons à jour un programme sur notre ordinateur. Nous sommes mis à niveau énergétiquement. Nous sommes mis à niveau pour assumer une plus grande responsabilité sur la planète. Tu sais ça, plus grande responsabilité. Ça n'a pas besoin d'être quelqu'un comme toi ou moi, Julie, nécessairement, qui est là avec une personnalité publique et fait des choses publiquement ou parle ou écrit ou quoi que ce soit. Ça pourrait être quelqu'un qui est sur le point de s'occuper d'un membre de la famille malade. Ils doivent prendre la décision de, peut-être, réduire leur, tu sais, travail rémunéré ou type de travail et avoir le don de marcher sur le chemin avec un membre de la famille malade. Nous pourrions être mis à niveau pour faire cela, mais nous le sommes parfois, et nous acceptons toujours, en tant qu'âme, au niveau de l'âme, la mise à niveau. Ce n'est pas imposé. Donc la mise à niveau ne fait pas partie du chemin de notre âme quand nous nous incarnons. Plutôt, elle arrive peut-être à mi-vie, un peu comme une mise à niveau. Ou penses-tu que tout cela fait partie du plan directeur? Et puis c'est un embranchement, et la mise à niveau est d'accord. Je vais aller à droite au lieu de gauche. Est-ce que cela fait partie du libre arbitre? Je pense que c'est oui, et oui. Je pense que c'est. Je soupçonne, je suis presque sûre de cela, que mes guides et probablement mon accord avant ma naissance, en tant que Linda, étaient
j'allais avoir cette opportunité de m'engager dans un type de travail unique. Travail, ce que je fais maintenant. Mais d'un autre côté, il y a des moments où c'est sur le vif, c'est comme, d'accord, Julie fait. Julie a accepté de faire un podcast et écrire un livre ou quoi que ce soit. Mais nous voulons élargir cela. Nous voulons qu'elle fasse plus. La planète a désespérément besoin de plus de ce que tu offres. Julie. Et donc, c'est comme nous allons, j'appelle ça être poussés à travers un trou de serrure. Parce que quand ça se passe, c'est difficile. C'est comme, pourquoi suis-je si nerveuse? Pourquoi je me sens si mal à l'aise? Mais ce que je sais, parce que je l'ai vécu bien plus d'une fois, puis ça se calme et c'est fini. Donc c'est oui et oui. Je vis pleinement. Dans le sud profond. Donc il dirait, maintenant chérie, tu es guidée. Tu es guidée pour faire ça. C'est ce qu'ils disent ici. D'accord, je veux parler des vies entre les vies. Mais d'abord, toi, ma chère, tu as été éduquée par deux géants dans cet espace, les docteurs Michael Newton et Brian Weiss, et ils sont tous deux des pionniers dans tout ce qui concerne les vies passées. Et ils ont tous cet alphabet à la fin de leur nom comme toi, tu sais, avec tous ces diplômes fancy et tout. Alors s'il te plaît, parle-nous de ces hommes extraordinaires, comment ils ont impacté ta vie, et comment tu es même entré en contact avec eux. Comment as-tu été guidé vers eux? Comment es-tu entré dans espace ou jeu? Ils pouvaient te guider, personnellement, pas seulement en lisant leurs livres, mais tu t'es formé personnellement sous ces gars. Oui. Et laisse-moi clarifier cela, bien que je connaisse Brian Weiss, la majeure partie de ma formation a été avec le docteur Michael Newton. Et pas principalement, je respecte énormément le docteur Brian Weiss. Évidemment, c'est un enseignant de référence. Mais principalement, mon expérience et très profonde expérience personnelle a été avec Michael Newton. Alors parle-nous de Nick. Oui. Et je dirais juste, et parce que je veux que les auditeurs réfléchissent à cela, ces opportunités, et je vais expliquer comment je me suis connecté avec Michael Newton. Mais ces opportunités sont parfois et probablement souvent créées au niveau de l'âme. Et ensuite, nous, en tant qu'humains, décidons quoi en faire. Alors que s'est-il passé? Tu sais, pour faire court, j'ai cette expérience évidemment avec la mort de mon collègue. Je deviens fasciné par ce type de travail avec l'âme et la régression et les vies passées et l'évolution et tout ça. Et initialement, je me suis impliqué. Il y avait l'organisation a disparu. Il y avait une organisation aux États-Unis de thérapeutes en régression. Et je me suis impliqué avec ça initialement et j'ai suivi une formation avec ce groupe. Mais ensuite, le docteur Michael Newton, qui a écrit les livres originaux, des livres de référence dans ce qu'il appelait la régression spirituelle entre les vies. Le premier livre de Michael est sorti en 1994. Je l'ai trouvé dans une librairie. Je l'ai acheté et lu, et j'ai décidé que je devais trouver un moyen de rencontrer Michael Newton. Et donc, j'ai écrit à lui par l'intermédiaire de son éditeur, qui est devenu mon éditeur quand j'ai commencé à écrire des livres. J'ai écrit à Michael et je le taquinais à ce sujet. Michael a dit, Michael était dans la fin de la soixantaine à l'époque. Il faisait ce travail depuis des années, mais il n'avait jamais écrit à ce sujet jusqu'en 1994. Et il a dit, oh Linda, c'est génial, je vais former des gens à mon travail. Viendrais-tu à ma première formation à cette conférence professionnelle? Eh bien, je suis allée à la conférence professionnelle. Je l'ai rencontré en personne. Il a donné une conférence de 2 heures, ce qui n'est pas une formation. Et j'ai dit, après cela, nous avons discuté. Et j'ai dit, cette formation doit durer des jours, pas 2 heures. Cela a conduit Michael à créer une formation complète pendant plusieurs jours. Et puis j'ai travaillé en étroite collaboration avec Michael, et une fois formé, j'ai commencé à faire le travail, puis j'ai finalement co-enseigné le travail aux côtés de Michael. Et donc, mais
Je dirais « je sais », que cette opportunité m'a été offerte et j'ai dû décider quoi en faire. C'est ainsi que cela fonctionne au niveau de l'âme. Michael était une personne fascinante. Il était à l'ancienne, il était très noir et blanc. C'est comme ça, pas comme ça. Mais il était aussi très doué dans ce qu'il a apporté à la planète. Oh, toi, catalyseur, toi, pour l'aider à créer sa formation. L'Université de Virginie n'a-t-elle pas comme un département entier de personnes qui étudient ces choses, font des recherches dessus et enseignent les vies passées? La personne célèbre à laquelle vous pensez est le docteur Ian Stevenson, qui était dans le département de psychiatrie de ce que nous appelons UAVA. J'habitais moi-même dans le sud. Je n'habite plus dans le sud maintenant, mais j'ai vécu ici. Et donc le docteur Ian Stevenson faisait partie de la faculté de psychiatrie de l'école de médecine à Charlottesville, à l'UDEVA. Et c'est lui qui a commencé à faire des recherches sur les souvenirs d'enfants de vies antérieures, des enfants au Pakistan et en Inde, où ces vies pouvaient être validées en parlant aux voisins et en disant « Oh oui, il y avait une femme qui est morte et elle avait un enfant et il y a eu un incendie et blablabla. Bla, bla, bla. » C'était Ian Stevenson. Et puis quand Ian Stevenson est décédé, le docteur Jim Tucker a pris à l'Université de Virginie, a repris le travail de Stevenson. Leur travail porte sur les souvenirs spontanés de vies antérieures des enfants. Eh bien, et le docteur Weiss aussi. Son histoire n'a-t-elle pas commencé quand et c'est un psychiatre? Correct. Et il a des clients ou des patients pour lui. En tant que médecin, il avait des patients qui venaient et il était en thérapie avec eux, faisant de la thérapie avec eux. Et toutes ces histoires de vies antérieures ont commencé à émerger et il se disait quoi? Qu'est-ce que c'est? Et cela l'a conduit sur son chemin. Est-ce que je me souviens bien? Comme c'est le cas pour beaucoup de psychiatres, et surtout les psychiatres plus âgés. La formation en hypnose. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais la formation en hypnose faisait partie automatiquement de l'école de médecine pour les psychiatres. Donc, oui, Brian Weiss utilisait l'hypnose pour aider ses clients avec des problèmes de vie actuels. Et spontanément, il a eu des clients qui ont commencé à lui parler de vies antérieures. N'est-ce pas? Oui. Parlez-nous de vie entre vies. Est-ce que c'est entre les vies et nous sommes au paradis? J'utilise des guillemets et nous disons un peu, d'accord? Eh bien, c'était intéressant ce que j'ai vécu dans cette vie. Alors peut-être que la prochaine fois, ajustons-le un peu et je naîtrai ici avec ses parents et blablabla et nous élaborons nos prochaines incarnations, une sorte de feuille de route de base de ce que nous voulons explorer et expérimenter. Qu'est-ce que cela signifie quand vous parlez de vie entre vies? Oui, c'est ça. Je l'ai dit 1 million de fois quand Michael Newton a créé son terme « régression spirituelle entre les vies ». C'était le terme de Michael. C'est un terme un peu confus et je l'utilise encore légèrement. J'appelle ce type de régression que je fais entre les vies régression de l'âme. C'est un abus de langage et voici pourquoi. Donc, la régression que Michael Newton a créée, et moi, même si je l'ai un peu modifiée parce que j'ai étudié avec Michael il y a plus de 20 ans. Cela signifie vraiment que le client en régression va expérimenter son niveau d'âme. Ils vont se connecter avec leur moi supérieur. Et entre les vies signifie simplement se connecter avec notre énergie d'âme. Peut-être, voici une meilleure façon de l'expliquer. Quand nous sommes incarnés, nous apportons, vous savez, pensez à une tarte à l'ancienne. Quand nous nous préparons à naître, nous apportons une tranche holographique de notre énergie d'âme dans notre corps qui nous fait vivre et respirer. Le reste de notre énergie d'âme est notre moi supérieur qui réside. Appelez cela le paradis, appelez cela le royaume spirituel, appelez cela le royaume céleste, qui réside à une fréquence plus élevée, où nos guides et nos proches résident. Donc, quand Michael a utilisé le terme entre les vies, il voulait vraiment dire niveau d'âme.
Nous allons travailler à votre niveau d'âme quand je guide ce type de régression, et aussi quand Michael le faisait. Dans une régression entre les vies, ce que j'appelle régression de l'âme entre les vies, le guide du client apportera des informations bienveillantes pour le client que le guide estime que le client a besoin pour avancer dans sa vie actuelle. Cela pourrait concerner une vie antérieure, cela pourrait concerner le but de la vie actuelle, comment nous avons planifié notre vie actuelle, qui sont les âmes que nous avons connues auparavant, et pourquoi avons-nous ces relations avec des âmes que nous avons connues auparavant. Une grande partie du type de régression que je guide, que Newton guidait, est niveau d'âme. Et à notre niveau d'âme, ce qui doit émerger dans la régression émerge spontanément. Et j'ai des clients qui apportent des questions personnelles à la session. Pourquoi ai-je eu ce problème de santé? Qu'est-ce que cela signifie? J'ai toujours voulu devenir musicien, mais j'ai été comptable pendant 25 ans. Que dois-je faire à ce sujet? Pourquoi ai-je décidé de venir dans un corps? D'où viens-je? Pourquoi? Pour les âmes interplanétaires, souvent les âmes interplanétaires diront « Pourquoi le ciel nocturne me fascine-t-il autant? Pourquoi est-ce que je souhaite être là-bas plutôt qu'ici? » Ce genre de choses. Oui. Revenons à mon épisode il y a quelques semaines quand j'ai été régressée et j'ai apporté une question à la table et j'ai dit « D'où vient mon intérêt pour la guérison? Parce que je suis inventeur de dispositifs chirurgicaux vendus dans le monde entier et anciens fabricants, et 9 entreprises, je les ai fondées à partir de zéro. La moitié d'entre elles étaient dans l'industrie médicale, pas en tant que fournisseur, mais en fournissant aux fournisseurs ce dont ils avaient besoin pour aider. Et puis, je me suis lancée dans tout ce truc de guérison énergétique. Et donc, c'était une question que j'ai apportée à la table où cela avait du sens pour moi. Et j'imagine que c'est ce que vous explorez avec vos clients. C'est, d'accord, cela a totalement du sens si j'ai eu toutes ces vies antérieures où j'ai fait des choses de guérison. Et dans cette vie, j'ai exploré la guérison de multiples façons dans différentes entreprises que j'ai fondées. Et maintenant, je fais ce truc wou-wou. C'est la chose la plus amusante avec la guérison que j'ai jamais faite. Donc, oui, c'est fascinant comment nous pouvons explorer toutes ces choses. Revenir à la chose des vies antérieures. Quelle est la conclusion ici pour vos clients? Quand ils savent ce qu'a été leur vie antérieure, voyez-vous que cela soulage le traumatisme émotionnel? Cela les aide-t-il à guérir d'une condition médicale? Trouvez-vous que c'est une solution instantanée qui est présentée? Cela nécessite-t-il plusieurs sessions qui peuvent se dérouler sur des jours, des semaines, des mois, voire des années? Que voyez-vous? Eh bien, encore une fois, c'est une question avec beaucoup de réponses. Pour certains clients, ils découvrent quelque chose d'une vie antérieure. Et le symptôme, l'inquiétude, la peur, l'obsession, peu importe ce que c'est, disparaît tout simplement. Parce que ce n'est pas juste une régression gauche, ce n'est pas juste un outil cérébral gauche, c'est un outil énergétique et cérébral droit. Donc, cela sert notre conscience. Cela nous sert au niveau de l'âme ainsi qu'au niveau humain quotidien du cerveau gauche. Pour certains clients, cela leur donne une explication de, disons, leur peur. Et puis, la peur ne disparaît peut-être pas complètement, mais quand elle surgit, ils la comprennent. Et ensuite, ils y font face plutôt que de se rabaisser en se disant « Oh, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Et pourquoi ne puis-je pas arrêter d'avoir cette réaction, blablabla. » Donc, cela varie beaucoup. Très souvent, je travaille avec des clients. Une seule fois, et ils obtiennent ce dont ils ont besoin, et je ne travaille plus avec eux. Mais cela ne veut pas dire que je n'ai pas de clients avec lesquels j'ai fait des régressions répétitives. Donc, cela varie vraiment. Cela dépend du problème. Cela dépend de leur chemin dans cette vie. Quelle est
leur propre âme et leur guide les appellent à faire dans la vie aujourd'hui. Et comment avancer avec cela? Donc, un exemple rapide. En voici un dont je me souviens d'un client avec lequel j'ai travaillé la semaine dernière. Elle a découvert beaucoup de choses sur qui elle est en tant qu'âme, pourquoi elle est dans un corps, quel est son but de vie et ses intentions. Et elle a trouvé cela très utile. Quelques jours plus tard, elle m'a écrit et elle a dit « Linda, j'ai depuis la régression ». Et elle a dit « Merci. Merci ». Il y avait beaucoup d'informations fascinantes et importantes, mais j'ai eu l'impression d'avoir un léger cas de grippe depuis la régression. Linda, voyez-vous cela? Qu'est-ce que cela signifie? Bla, bla, bla. Et je lui ai dit, oui, je pense que maintenant vous traversez un nettoyage. Maintenant vous traversez une libération d'énergie et de souvenirs et de défis dont vous ne saviez rien. Et maintenant, votre corps et votre âme font beaucoup de lâcher prise. Je veux dire, nous, souvent, la maladie, surtout une sorte de maladie mineure comme un rhume ou des symptômes légers de grippe, est un nettoyage pour libérer. Et elle m'a écrit en retour et elle a dit, vous savez, quelqu'un d'autre m'a dit exactement la même chose. Donc, je suis assez sûre que vous avez probablement raison. Oui, excellente analogie. Encore quelques questions pour vous alors que nous approchons de la fin ici. Il y a plus de 25 ans, vous avez fondé Ravenheart, une école de mystère pour l'avancement de l'âme. Quel excellent descripteur-là. Bravo pour celui-là. Parlez-nous-en. S'il vous plaît, parlez-nous-en. Eh bien, laissez-moi. Donc, peut-être que beaucoup de gens le savent et je vais vous en parler de deux manières. Vous savez, dans les temps anciens, en Égypte ancienne, il y avait des écoles de mystère. Les gens peuvent suivre cela sur Internet. Il y avait des écoles de mystère il y a des milliers d'années dans divers endroits du monde, y compris l'Égypte ancienne. Et je vais juste insérer un commentaire rapide. L'Égypte est l'une des 3 plus anciennes civilisations de la planète et c'est la civilisation la plus avancée. Et c'est un endroit où j'ai co-dirigé un voyage spirituel avec un groupe cette année, avec un collègue égyptologue, et nous le referons en 2025. Donc, ces écoles de mystère, qui remontent à des milliers d'années, c'étaient des enseignants et des groupes de personnes apprenant sur l'âme, travaillant à comprendre l'âme. Donc, c'est d'où vient le terme école de mystère, d'où vient le terme centre Ravenheart. Quand mon collègue est décédé, je suis contente que vous m'ayez posé cette question. Parfois, les gens, c'est une histoire assez intéressante. Quand mon collègue est décédé et qu'il me parle de l'autre côté, et je sais que c'est lui, mais c'est surprenant pour moi. Là où nous vivions à l'époque, j'avais besoin d'aller trouver quelqu'un qui canalisait. J'avais besoin de trouver une personne qui m'aiderait à vérifier ou invalider ce que je recevais de mon collègue. Et l'un des éléments, l'une des choses que mon collègue me disait, c'est qu'il y avait quelque chose de métal qu'il voulait que je récupère. Il y avait quelque chose de métal qu'il voulait que j'aie. Donc, j'ai trouvé une personne qui canalisait dans ma communauté et j'ai pris rendez-vous et peut-être une semaine plus tard, je suis allée la voir et elle a commencé à canaliser. Et la chose à propos du métal. L'objet en métal, c'est que je devais récupérer la clé de notre espace de bureau commun auprès de la femme de mon collègue. Donc, c'est la chose à propos du métal. Mais ensuite, la femme qui canalisait, a dit « Linda, votre collègue va apparaître comme un corbeau. Votre collègue va apparaître de manière étrange dans votre vie, comme un corbeau. » Et je suis sûre que les gens savent que la culture indigène croit que les animaux servent de signes et de guides et ce genre de choses. Bien sûr, je veux dire, j'ai eu beaucoup d'expériences différentes après cela avec un corbeau. Mais l'un des exemples un peu surprenants et très fort et manifeste était, quelques mois plus tard, je dirigeais un atelier spirituel pour quelques femmes, chez moi un samedi.
Et avant que l'atelier ne commence, ce matin-là, l'une des femmes qui venait à l'atelier m'a appelé et elle vivait un peu à l'extérieur, loin de la communauté, dans une zone rurale. Et elle a dit, « Linda, vous allez trouver cela la demande la plus étrange. » Elle ne savait rien du corbeau pour moi. Elle a dit, « Je me suis réveillée ce matin, je suis sortie sur mon porche avant et il y avait un corbeau blessé sur mon porche avant. » Et elle a dit, « Alors j'ai doucement pris le corbeau, je l'ai mis dans une sorte de cage de transport pour chat et elle a dit, « Je vais le nourrir. Et je pense que si je le laisse seul toute la journée, il pourrait mourir. » Et elle a dit, « Je sais que c'est fou, mais puis-je amener le corbeau dans la cage à l'atelier? » Et j'ai dit, « Vous pouvez amener ce corbeau. Nous avons besoin du corbeau. » Donc, de toute façon, le corbeau était silencieux, mais assis dans un coin dans ma maison où j'enseignais l'atelier. Donc, oui. Wow! Et que faites-vous à Ravenheart? Eh bien, vous savez, le centre Ravenheart est simplement le nom de le travail que je fais et aussi le travail que fait mon mari. Et donc, le centre Ravenheart est le nom de notre entreprise, si vous voulez, où je guide la régression. Je forme des gens parfois. Nous emmenons des groupes, des endroits, j'enseigne des cours. Mon mari est un canal très capable et il fait des séances de canalisation privée. Donc, le centre Ravenheart est le nom de notre travail. D'accord. Et c'est là que vous faites votre formation Exactement, aussi? exactement. Oui, oui. Dernière question intéressante. Pourquoi nous incarnons-nous? Je veux dire, comme nous en avons parlé, pour grandir et évoluer, pour acquérir une plus grande sagesse et compréhension, et, vous savez, venir de perspectives plus saines, que ce soit l'humilité, que ce soit soutenir les autres, où nous apprenons à ne pas venir de notre perspective égoïste, nous venons de comment aidons-nous les autres, comment aidons-nous l'humanité. Donc, c'est comment nous évoluons en tant qu'âme. Excellente réponse. Vous êtes extraordinaire. Vous êtes fabuleuse. Quelle idée zen. Juste un phare de sagesse, vous êtes. Alors merci pour le travail que vous faites. Merci de contribuer à éduquer le monde et d'aider les gens à vraiment comprendre un peu plus sur cette chose de la spiritualité, que c'est bien plus grand que ce que nous avons tous appris, certainement dans les religions et à travers d'autres cultures que nous avons peut-être apprises à l'école. Comment les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous et votre travail? Les gens peuvent me trouver sur mon site web et comme nous venons de le dire, c'est le nom de mon travail. Donc, tout est ensemble. ravenheartcenter.com. Donc, tout est là sur mon site web. Très bien. Et nous aurons cela dans toutes les notes de l'émission. Également. Donc, cela facilitera la tâche des gens pour vous trouver. D'accord tout le monde. C'est tout pour aujourd'hui. Mon Dieu, beaucoup à déballer. Beaucoup de matière à réflexion pour nous tous. Je vous envoie plein d'amour de Sweet Home, Alabama. Et du Colorado aussi, où Linda est. On se voit la prochaine fois. Pour enrichir votre voyage spirituel, cliquez sur l'une des vidéos ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager avec vos proches.